C'est de l'ordre de 10 à 15% les chances de survie face à un drone FPV qui vous prend en compte, hein. J'avais quasiment aucune chance de m'en sortir. Je vois qu'une seule explication, c'est qu'il a dû perdre le contact vidéo, ou alors il visait plutôt mes camarades et il est tombé parce qu'il n'avait pas vu un mouvement de terrain. Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, un grand entretien tout à fait exceptionnel puisque j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Omerta Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour. Gauthier est membre de l'unité de dronistes Normandie-Niémen. Vous la connaissez cette unité si vous suivez Omerta. Elle est commandée par un jeune Français, Sergueï Munier, que nous avons suivi avec son unité dans le cadre d'un reportage d'Omerta consacré à Normandie-Niémen, tourné dans la région de Koursk et que vous pouvez retrouver sur l'application mobile Omerta. Alors aujourd'hui, cet entretien, il est exceptionnel parce que Gauthier, tu rentres tout juste du terrain de l'Ukraine et tu vas pouvoir nous raconter, nous expliquer en quoi consiste le travail d'un droniste, le travail de l'unité Normandie-Niémen, qui est, il faut le dire, en première ligne sur le théâtre ukrainien. En effet, cette unité a été intégrée au sein de la brigade Terek, brigade de Cosaques. Et au sein de cette brigade, il y a une unité de reconnaissance et d'attaque, l'unité VAL, à laquelle l'unité Normandie-Niémen a été intégrée. Donc tout cela fait partie du corps des volontaires, c'est-à-dire un mélange de réservistes, de volontaires, de toute la Fédération de Russie comme de l'étranger comme nous autres, qui combat au sein de l'opération spéciale, au sein du corps des volontaires associés à l'armée russe. Avant de poursuivre, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, de commenter, de partager cette vidéo et bien évidemment de télécharger l'application Omerta sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de nos reportages, celui sur Normandie-Niémen, mais aussi le dernier reportage consacré à la guerre en Ukraine, chasseur de dronistes, tourné dans la région de Bakhmout, dans une région tout à fait voisine de celle où Gauthier et son unité ont pu évoluer. Est-ce que tu peux nous raconter à quel endroit tu as commencé à servir, puisqu'on sait que ce front de la guerre en Ukraine, il est très large, il fait près de 1200 km. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu as commencé ton engagement sur le terrain? Alors j'ai commencé dans la région de Koursk, en Russie, car c'est là que j'ai rejoint mon unité qui était déployée pour assurer la protection de la centrale nucléaire de Kroutchatov. Et donc j'étais en formation, mais j'ai été déployé à Koursk. Et là, à la base qui est l'auto-opérationnelle, j'ai commencé à apprendre le b.a.-ba du métier de droniste au sein d'une brigade d'assaut, d'une brigade de reconnaissance, la brigade Terek. Quand tu es arrivé, c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés, à Kourtchatov, donc là où tu l'as dit, cette fameuse centrale atomique qui a été l'objectif des Ukrainiens lors de leur attaque dans la région de Koursk en août 2024. Objectif qu'ils n'ont pas pu atteindre puisque les forces russes les ont arrêtés à quelques kilomètres de la centrale. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ton intégration, comment se sont passées tes premières semaines? Je crois que tu as commencé par un entraînement parce que en fait, avant d'arriver, tu ne connaissais pas grand-chose au drone. Oui, effectivement, j'ai commencé à être formé sur le tas, au niveau pilotage avec un simulateur et au niveau technique, j'ai été formé par les artificiers de l'unité Normandie-Niémen. J'ai été formé également au conditionnement, la mise en œuvre des drones sur place avec nos camarades pendant qu'ils préparaient leur mission. Eux étaient déjà opérationnels, moi j'étais encore en formation, donc au sein de l'équipe opérationnelle de Normandie-Niémen, de Sergueï Munier. C'est compliqué quand on connaît rien au drone de s'y mettre comme ça, de devenir un pilote de drone? Alors, il y a deux cas de figure. Pour un jeune qui a l'habitude de jouer aux jeux vidéo, c'est l'affaire d'environ 3 semaines, 1 mois. Pour des personnes plus âgées, qui ne sont pas de la même génération, ça peut prendre 1 mois et demi, 2 mois. Et toi, en tout, la formation de base pour pouvoir commencer à piloter, ça dure combien de temps? Ça dure entre 1 mois et 40 jours. On est envoyé dans une école
Alors, à l'issue, mon unité s'est déplacée vers le Donbass et j'ai été affecté à une école de formation de drones avec le corps des volontaires. Donc, c'est un corps des volontaires de l'armée russe. Et on a été formé au pilotage avec les Russes, mais aussi à tout ce qui est technique, à tout ce qui est mise en œuvre des explosifs, etc. La même chose, mais au sein d'une école officielle. Et la formation dure un mois. C'est quand même assez long, la formation de droniste, d'après ce que tu dis. Quand on t'a vu, on t'a rencontré avec Sergei Munier à Kourtchatov. Toi, tu avais démarré ta formation. Je me souviens que tu étais sur un simulateur, des heures et des heures tous les jours. En fait, cette formation, elle s'est prolongée après pour la partie simulation et aussi pour une partie technique, c'est-à-dire ce que tu appelles les artificiers. Est-ce Oui. que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors déjà, c'est les drones kamikazes que nous apprenions à piloter, dits FPV. Et il faut non seulement les configurer pour qu'ils soient en état de vol, mais également les équiper en explosifs. Alors, les explosifs divers, soit de diverses sortes, de plusieurs sortes, soit on met juste un pan de plastique, ce qu'on appelle côtelette, soit on utilise des explosifs civils, on appelle ça fougasse, ou des grenades de RPG, des grenades de lance-roquettes cumulatifs, ou des thermobariques, si l'objectif c'est de taper l'intérieur d'une casemate ou d'un bunker. Quand on est droniste d'FPV, on doit, si je te comprends bien, apprendre à tout faire, c'est-à-dire à piloter le drone FPV, mais aussi à préparer la charge, à l'armer. Donc il faut savoir, il faut être un peu touche à Oui, tout. il faut être touche à tout. Et pour répondre plus précisément à ta question, c'est que déjà, en tant que Français, il y a la barrière de la langue. Et ensuite, il nous faut, au niveau technique, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. Et c'est pour cela que ça prend plus de temps. Parce qu'on ne parle pas la langue ou on la parle moins bien. Et ensuite, donc au niveau être touche à tout, en effet, à la fois, ben, il faut être bon au combat d'infanterie, parce qu'on est déployé au sein de tranchées. On n'est pas à 10 ou 15 km, on est entre 500 mètres et 3-4 km quand on est opérationnel. Donc il faut maîtriser le combat d'infanterie, il faut pouvoir mettre en œuvre le drone, le préparer techniquement, savoir préparer les explosifs, euh, mettre en place les détonateurs, piloter. Aussi, on s'occupe de la logistique. Enfin, il y a tout un divers savoirs qui sont très diversifiés. Quelles sont aujourd'hui, pour des pilotes de drones FPV, les principales missions qui vous sont confiées? C'est alors soit c'est la chasse aux véhicules, mais ça, c'est ce qui est le plus efficace parce qu'entre guillemets, on est moins prévisible. Mais l'ennemi dispose de moyens de brouillage et surtout lorsque, pour ce qui me concernait, on était en position statique dans des tranchées en face de l'ennemi à 700 mètres. On avait exactement la même équipe que nous, ukrainienne, de FPV qui nous harcelait, qui nous attaquait en quasi-permanence. Et nous-mêmes, on avait la même équipe avec un matériel différent. Et on les attaquait, on les harcelait. Pour répondre à ta question, donc nous, on visait les tranchées, casemates, afin d'éviter une offensive ou de préparer une de nos offensives. Donc nous, notre objectif, c'était de détruire des positions ennemies. Normalement statiques, mais si on voyait un véhicule qui faisait le ravitaillement, ça pouvait être aussi des cibles mobiles. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'apparition du drone, justement, il y a moins de véhicules sur champ de bataille, donc vous êtes plus réorienté sur l'attaque de bunkers, de positions fortifiées? Oui, exactement. Il y a beaucoup moins de véhicules et on cherche plutôt à utiliser et mettre au point. Nous-mêmes, on faisait des essais et des recherches des drones terrestres, des drones qui peuvent permettre d'effectuer le ravitaillement. Car le point faible, c'est justement le moment où on va chercher le ravitaillement. C'est-à-dire qu'on est dans une position de combat qui peut être située à 500 mètres de la piste ou de la route où vient le véhicule qui nous ravitaille. Mais ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 km, donc il faut être capable de marcher jusque-là. Et emmener toute la logistique. La logistique, c'est-à-dire non seulement la nourriture et l'eau, mais aussi l'essence pour le générateur, éventuellement changer ou emmener des générateurs,
le matériel de construction ou d'étayage, si on construit ou on renforce des positions, et bien évidemment les munitions. Donc ça s'entend de transporter donc, des grenades, des divers explosifs. Est-ce que tu peux nous raconter, une fois que vous quittez Kourtchatov, la région de Koursk, que tu termines l'école de formation, quelle a été ta première mission d'engagement? Première mission d'engagement, c'était de tenir une position où les Ukrainiens auraient pu effectuer une offensive. Donc l'objectif, c'était d'être déployé en position fixe, en tranchée, et de détruire les positions ennemies. Et eux avaient d'ailleurs à peu près le même objectif. C'était d'ailleurs une mission dans un secteur relativement calme, même si ils nous attaquaient tous les jours, on les attaquait tous les jours. Mais c'était un peu... les dommages causés ou subis étaient à peu près équivalents. En fait, c'était la même équipe que nous. Ils avaient juste un matériel différent. Là, on est, pour préciser, on est dans la région de Bakhmout, c'est ça? Oui, dans la région de Bakhmout, où notamment au moment des célébrations du 8 mai, c'est-à-dire le 9 mai pour la Fédération de Russie, et dans les jours qui précèdent, il y avait la possibilité d'une offensive ennemie, ou alors que nous-mêmes, nous recevions l'ordre de passer à l'offensive. D'ailleurs, à ce moment-là, l'unité Normandie-Niemen a été rattachée à une unité de reconnaissance et d'assaut, le premier détachement Val de la brigade Terek, et nous devions être en mesure de éclairer, renseigner, et en attendant l'offensive possible, d'un camp comme de l'autre, d'affaiblir les positions qui pourraient s'avérer meurtrières pour notre infanterie, si notre infanterie recevait l'ordre de monter à l'assaut. Si c'était les Ukrainiens qui nous attaquaient, à ce moment-là, c'est nous qui devrions évidemment détruire leur point d'appui fixe, leur casemate, leur bastion. Donc c'était l'objectif principal, c'était détruire les bastions ennemis. Comment se passe la journée d'une équipe de dronistes, le journée type d'une équipe de dronistes qui est déployée sur le front? Là, on a compris que vous n'étiez pas en milieu urbain, dans des caves, vous étiez dans des tranchées. C'est quoi la journée type? Alors on était dans les tranchées en race campagne, donc il y avait des bosquets et des champs. La journée type, c'est tôt le matin, aller chercher le ravitaillement. Ça arrivait, disons, 6 jours sur 7. Le ravitaillement, cela consiste à se déplacer à pied à partir de sa position où on est relativement à l'abri, parce qu'on est enterré 2 mètres sous terre ou dans notre réseau de tranchées, à s'exposer entre les bosquets dans des champs, en terrain découvert, pour rejoindre un Buranka, en général, ou tout autre véhicule qui nous amène le ravitaillement. Le ravitaillement, c'était principalement de l'essence qu'on transportait à main, dans des bidons à la main, des munitions, des grenades et la nourriture, des packs d'eau, des sacs de pommes de terre, des rations de combat, voilà. Et tout ça, c'est quasiment tous les jours. Ensuite, on commençait par envoyer le drone d'observation, le Mavic, qui désignait les objectifs et repérait des cibles potentielles ou l'activité ennemie. Quand l'activité ennemie était repérée ou le point à atteindre, l'objectif était désigné, on envoyait les FPV pour les détruire ou pour tenter de les détruire. Car il y a dans la guerre d'aujourd'hui beaucoup de brouillage et ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas à toutes les opérations que l'on fait coup au but. Donc on passe la journée, d'abord c'est surtout les maviquistes qui font des reconnaissances et nous on attend pour trouver les objectifs. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant? On prépare les explosifs. Alors, en général, on les a déjà préparés avant d'être déployés en première ligne. Mais on peut peaufiner la préparation ou si on a consommé toutes les munitions et tous les drones qui ont déjà été préparés, on en prépare d'autres. Et on suit les opérations avec les maviquistes et on décolle dès qu'un objectif est trouvé et désigné. Alors, en général, c'est des cibles tactiques, donc on faisait plusieurs vols et s'il y avait un problème pour l'approche, à ce moment-là, on essayait de changer l'itinéraire ou la tactique jusqu'à la nuit. Et à la nuit, on n'avait plus d'activité parce que la nuit, avec les moyens de vision nocturne, les caméras thermiques, les Ukrainiens avaient le moyen de nous repérer à la moindre sortie nocturne. Donc la nuit, on était
en stand-by au fond de nos abris, ou alors on faisait de courtes attaques avec nos Mavic, on faisait du sbross, du largage de grenades. Là, vous étiez à quel niveau dans le réseau de tranchées? C'est que la défense d'un Il y côté avait, ukrainien comme alors, côté russe, c'est plusieurs lignes de tranchées. Vous oui, étiez en deuxième, première ligne ou... en première ligne, il y avait des fantassins de la brigade Terek, notre unité, qui étaient dans leur trou de combat. Et juste après, il y avait nous, dans la deuxième ligne. Et environ 4-5 km, il y avait notre base avancée. Là, on avait beaucoup plus ensemble, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de personnel. Est-ce que c'est plus compliqué de faire son travail de droniste quand on est comme ça dans des bosquets que finalement d'avoir une position en milieu urbain? Je ne saurais pas dire, parce que je n'ai jamais été déployé en milieu urbain. Le secteur où tu étais, c'était essentiellement du C'était secteur race rural, de la campagne, race campagne. campagne. Alors, la base avancée était en milieu urbain, mais dans la base avancée, on était bien à l'abri. Et on était touché plusieurs fois par jour par l'ennemi, principalement par des drones, mais ça n'avait aucun effet. Ça n'avait aucun effet, nous étions bien protégés. À l'approche de zones urbaines, oui, il y a les détecteurs de drones qui sonnent sans arrêt, mais ça n'a rien d'extraordinaire ni de spécial sur le front. Mais moi, j'ai principalement fait du combat en race campagne. Alors, tu as dit qu'en face de vous, vous aviez une équipe de dronistes ukrainiens. Ouais. Et ce que tu veux dire aussi, c'est que vous étiez mutuellement repérés et que finalement, pendant, je ne sais pas, des jours ou des semaines, vous êtes fait mutuellement la chasse, c'est ça? Oui, 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 oui. D'ailleurs, tous les jours, à chaque fois que nous allions pour le ravitaillement, c'était relativement prévisible, parce que comme la nuit, ils ont plus de moyens de vision nocturne, on ne pouvait pas sortir pour aller chercher notre ravitaillement. La journée, évidemment, il y a une meilleure visibilité, donc ils pouvaient aussi frapper. Donc on choisissait l'aube, et c'était pas évident de varier les moments, puisque c'est un laps de temps très court. Et il nous fallait environ 10-15 minutes de marche à découvert pour aller jusqu'au camion, à la camionnette qui nous emmenait dans le ravitaillement, la Buranka, c'est-à-dire un genre de combi qui ressemble au combi Volkswagen, mais plus plat et plus large, qui est très connu et très utilisé là-bas. Et il nous fallait 10 minutes, 10-15 minutes pour revenir. Donc nos déplacements étaient prévisibles, donc on était attaqués quasiment tous les matins, et vice-versa. Et vous étiez en terrain complètement découvert là pour aller chercher le ravitaillement? Alors non, on allait de bosquet, de bosquet en bosquet, et il y avait des terrains à découvert qui allaient de la taille d'un terrain de basket à celle d'un terrain de handball, grand maximum de football. Mais pour notre secteur, c'était jamais plus grand qu'un terrain de handball. Et disons, il y avait 3 grands découverts. Et sinon, on était à peu près à l'abri dans les bosquets. Mais ils savent bien, comme nous, on sait bien que c'est dans les bosquets qu'étaient nos positions. Donc, ils nous attaquaient. À un moment, j'étais avec des gardes de l'infanterie, du bataillon Terek. Mais des gens qu'on déployait en première ligne, à mon avis, c'était des anciens prisonniers, sans doute des anciens de Wagner. Et combien de fois des drones piquaient sur nous, on se retrouvait tous dans les abris. Et je me souviens une fois, je me suis jeté dans un abri parce qu'on était attaqué par un drone. Et je me suis trouvé dans une espèce d'escalier qui descendait en spirale, peut-être à 10-12 mètres de profondeur. Et il y avait la chambre qui était aménagée comme une chambre d'appartement avec des matelas, des meubles. Et ça, c'était systématique. On ne pouvait pas faire de ravitaillement sans être attaqué. Et vous, de votre côté, vous observiez aussi, vous attaquiez les colonnes de ravitaillement ukrainiens? Alors, ils se dissimulaient, mais ça pouvait nous arriver de les attaquer. Mais ils avaient un système d'approche assez discret, je dois dire, et ça n'est pas arrivé souvent. Il faut savoir que techniquement, c'est eux qui ont commencé à utiliser les drones et inventer cette technique de combat, donc ils ont une avance dans le domaine. Et je dois reconnaître qu'au niveau technique et tactique, ils ont une certaine avance. Et qu'on a un peu un temps de retard, mais le soldat russe, avec son fatalisme et sa capacité à endurer, le compense et arrive quand même à gérer la crise avec un minimum de pertes. Par contre, on savait que c'est une équipe de drone FPV parce qu'on voyait leur drone décoller avec notre drone d'observation. Et même une fois, ils en ont oublié un dehors.
Il était posé en statique en attendant de partir une mission, donc on a largué une grenade et on l'a détruit. Donc, et puis le fait que par rapport à la portée et à l'autonomie, enfin, on avait la certitude qu'il y avait une équipe de dronistes juste en face de nous qui d'ailleurs nous attaquait tous les jours. Attaquait tous les jours, et moi en particulier, et même notre véhicule de ravitaillement avons été attaqués plusieurs fois. La valeur d'un droniste aujourd'hui sur le champ de bataille, elle est bien plus importante que celle d'un fantassin classique. Oui, oui, mais ça se forme quand même assez vite, un droniste en un mois. Le fantassin, il faut quand même trouver des hommes qui ont le courage de faire partie des Sturmavik, des bataillons d'assaut. Je ne dirais pas que le fantassin est sans valeur. Les dronistes, les petits dronistes bon marché, parce qu'on parle de drones qui coûtent 300, 500 dollars, et des hommes à former, oui, ça a plus de valeur. Mais ce qui a beaucoup de valeur, ce sont les centres de formation. Et c'est les usines, les points de stockage, ou les équipes réputées, oui, mais le droniste, maintenant, ça n'a, en tout cas en Ukraine, ça n'a quasiment, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est d'envisager la guerre sans drone, tant qu'on n'a pas inventé des parades, du système de brouillage complet et totalement efficace. En fait, ça fait partie de la guerre. Pour vous donner un exemple, toutes les fois où j'ai combattu, j'ai jamais tiré à l'horizontale, j'ai toujours tiré à la verticale. C'est-à-dire le danger vient principalement du ciel. Et on a les yeux rivés sur le ciel, et on dégage ses oreilles pour bien entendre. Le danger vient du ciel. Quelle est aujourd'hui l'importance des systèmes de brouillage sur le champ de bataille? Est-ce que finalement c'est une parade efficace aux drones, notamment aux drones FPV? Oui, oui, c'est une parade efficace. Ce qui fait que on passe maintenant à un système de drones philo-guidés pour éviter justement le brouillage. Le brouillage est de plus en plus efficace, et s'il y a il y a environ un an, on tapait un objectif tous les 3 ou 4 drones, maintenant c'est plutôt tous les 7-8 drones. Parce que les systèmes de brouillage sont de plus en plus efficaces, c'est-à-dire vous pilotez, et d'un coup vous perdez la vidéo. C'est-à-dire vous ne voyez plus là où vous allez. Ce qui fait que le Mavic pourrait éventuellement, en gros, vous guider, mais il n'y a plus aucune précision. Et le mieux, c'est de garder un cap et de garder la position, la trajectoire par rapport au dernier point qu'on a eu, le visuel. Mais en gros, en arrivant à 50 mètres, 70 mètres de l'objectif, il y a un brouillage, et le drone, on n'arrive plus à le guider exactement sur l'objectif, parce qu'on ne voit plus. Il coupe la vidéo. Même dans les zones où vous étiez, dans la campagne, dans la ville, on le sait, on a d'ailleurs observé à Bakhmout, mais même dans les campagnes, dans les tranchées, je dirais, classiques, il y a des capacités de brouillage aujourd'hui? Bien, nous, on visait des bastions. Donc, c'est comme des fortins. Physiquement, ça a l'allure de tranchées, mais à l'intérieur, ce sont des points d'appui assez significatifs et relativement sophistiqués. Et donc, tous les points d'appui significatifs qui, équipés du matériel qui va bien, comme des mitrailleuses lourdes, pourraient faire des ravages dans nos troupes, ils sont bien protégés par un système de brouillage. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon droniste? Est-ce qu'il faut, par exemple, avoir été un bon fantassin, connaître le métier de soldat d'infanterie? C'est quoi aujourd'hui pas un droniste de base, mais vraiment un bon droniste? Déjà, c'est quelqu'un qui a l'habitude, et ça fera plaisir aux jeunes, de jouer aux jeux vidéo, ou alors qui a la volonté d'apprendre et qui est capable de s'adapter pour maîtriser les technologies, notamment l'usage du joystick. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi une formation classique de fantassin et être un combattant rustique et capable de résister à l'effort et aux conditions de vie difficiles, parce que on reste 15 jours sans se doucher. On doit être capable de transporter de lourdes charges, c'est-à-dire 20, 30, 40 kilos. Non seulement de son équipement, mais en plus, quand on va chercher le ravitaillement, souvent, c'est pas bien conditionné. Ça m'a d'ailleurs assez surpris. On va chercher des explosifs, c'est livré dans des cartons. C'est même pas dans des sacs, donc on porte ça à bras-le-corps. La nourriture, c'est pas comme... Il y a des rations de combat comme dans les armées de l'OTAN, comme dans toutes les armées.
Mais parfois, on peut avoir à transporter des sacs de pommes de terre. Ou le plus lourd que j'ai dû porter, c'est un générateur. On était deux. Les générateurs, ils avaient fait le plein pour éviter d'avoir à ajouter des bidons d'essence. Donc, il y avait des bidons d'essence et le générateur plein. On était plusieurs. Donc, il faut être un homme endurant, solide et rustique. C'est-à-dire, là, il faut vraiment être capable de marcher de longues distances, de courir éventuellement et de porter des poids très très lourds. Donc, c'est toutes les qualités du fantassin rustique type Seconde Guerre mondiale ou soviétique, ou France des années 80-90. Fantassin de base, rustique, mais un côté high-tech emmené par le drone. Donc, c'est à la fois une très haute qualification technique, mais aussi une rusticité comparable à ce que fut la guerre pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Quand j'étais dans les tranchées, j'ai beaucoup pensé à mon arrière-grand-père qui avait fait Verdun. J'aurais jamais cru, ayant entendu les histoires qu'il me racontait lorsque j'étais enfant, j'aurais jamais cru qu'un jour, j'allais moi-même connaître non pas quelque chose de semblable, mais des conditions de vie et de survie comparables. Il faut la ressusciter du combattant de 14-18 et connaître les toutes dernières innovations techniques, notamment être à l'aise aussi au niveau informatique un minimum pour pouvoir configurer les drones et puis évidemment les utiliser comme un jeu vidéo. Quel est aujourd'hui l'apport des drones, notamment des drones d'observation, mais aussi des drones FPV, pour l'emploi d'autres armes? Je pense aux blindés, à l'artillerie, à l'infanterie. Est-ce que vous apportez un plus à ces diverses formations? Oui. On peut désigner des objectifs pour tout type d'armes, artillerie, principalement artillerie d'ailleurs. Mais c'est l'artillerie après qui n'arrive pas à traiter aussi précisément qu'un drone. Le drone, en fait, il remplace une équipe de reconnaissance type 13e RDP ou 1er PIMA. Il remplace les tireurs de précision, sniper, parce qu'il va frapper l'objectif directement. C'est plus la peine de s'approcher, de se dissimuler, d'observer. Ça permet une très grande souplesse et je pense que chaque régiment devrait être équipé de plusieurs équipes au niveau de la section. Chaque chef de section devrait avoir son équipe, au moins un drone d'observation Mavic et si possible 2-3 FPV. Sachant que le FPV étant un peu difficile à mettre en œuvre, à piloter, je pense que l'avenir serait plutôt à des Mavic qui seraient capables de porter une plus lourde charge ou des drones plus importants. Ou alors, ça peut être contré par des systèmes filoguidés ou par des systèmes de brouillage encore plus performants qui permettent de sécuriser vraiment les déplacements. Mais ce qui m'a frappé, c'est que du fait de la menace des drones, de l'artillerie, j'ai déjà été sur un autre théâtre d'opération en Irak. Et en Irak, toute l'armée américaine s'est allée démontrer sa puissance et le char avait encore toute sa place parce que c'était une plateforme de tir que l'on pouvait suréquiper quasiment à l'infini, ça n'avait pas besoin de voler. Mais surtout, l'armée se déployait et avait la maîtrise du ciel et il n'y avait aucune protection aérienne. Et c'était vraiment une armée qui démontre sa puissance, qui ne contrôle certes que les grands axes et les grandes villes et les ports et les sites pétroliers, mais qui se déploie. Alors que là, nous étions cachés. C'est-à-dire, toutes nos bases étaient cachées, nos centres de formation s'étaient cachés, nos positions s'étaient enfouies. Bon, ça, c'est plus normal, c'est en première ligne. Mais tout était enfoui, tout était caché, même loin derrière. Et donc, si on considère que la Russie et l'Ukraine sont l'Occident, on va dire, on n'a plus la maîtrise aérienne. On n'a plus la maîtrise aérienne. Maintenant, même un pays pauvre ou même des terroristes peuvent frapper depuis le ciel. Et on a perdu l'habitude, je pense, en Occident comme en Europe de l'Est, on a perdu l'habitude de ne pas avoir la maîtrise du ciel. Mais là, ça y est, on n'a plus la maîtrise du ciel. N'importe qui peut frapper en venant du ciel. On voit sur les véhicules blindés, sur les petites camionnettes de ravitaillement, parfois, souvent, des dispositifs un peu bricolés des deux côtés avec des cages en métalliques qui permettent que l'impact du drone éventuellement se fasse pas sur la carcasse du véhicule, mais à une petite distance. Il y a aussi des systèmes de filets, etc. Est-ce que tout ce bricolage qui est typiquement russe et ukrainien, parce que ce sont ils connaissent le système des par cœur, est-ce que ça a une réelle efficacité?
Oui, ça a quand même une efficacité relative. Après, ou en même temps que les brouilleurs, il y a aussi tous les moyens rustiques. Donc, l'usage de filets, même très fins, ça suffit à empêcher une hélice de drone de tourner. Il y a des routes qui sont sous filets. Alors, au bout d'un moment, les filets soit sont déchirés par les intempéries, ou soit par des tirs ennemis exprès pour ouvrir des brèches. Mais le filet apporte une protection relative. Pour protéger un point fixe aussi, les filets, les rideaux. Nous, dans nos abris, on avait toujours de lourds rideaux. Même dans le moindre trou de combat, un lourd rideau, des filets, ou alors on utilisait les branchages. Et donc cette guerre est vraiment caractéristique, c'est-à-dire c'est à la fois évidemment de la nouvelle technologie, mais c'est aussi des méthodes bien rudimentaires, comme par exemple pour abattre le drone, on distribuait des vieux fusils de chasse ou des fusils à pompe qui, avec l'usage de cartouches de chevrotine, étaient bien plus efficaces qu'une calache avec une balle à ogive. Donc c'est à la fois haute technicité, mais aussi retour à un combat plus rustique et plus primaire. C'est-à-dire un peu un retour en arrière. Combattant du futur, il doit être aussi rustique. Il doit maîtriser bien sûr une nouvelle technologie, mais aussi être rustique et parfois un simple filet, une simple couverture, un simple drap, peut-être pas un drap mais une couverture, peut éviter d'être tué. Ou des grillages sur les chars, notamment aux parties les plus sensibles, là où ils sont le moins blindés. Ça fonctionne. Alors, non. Enfin, ça fonctionne au début, mais en utilisant plusieurs drones, même des petits FPV, on peut avoir un char, mais il en faudra 5-6. Donc, ou si le char est immobilisé, vous voyez, oui, on peut dire que ça fonctionne. Alors, peut-être pas à tous les coups, mais s'il y a la possibilité d'en tirer 2, 3, 4, 5, oui, oui, oui. Ça augmente les chances de survie des véhicules blindés. Ça augmente les chances de survie. Tu as parlé tout à l'heure des drones filaires. Est-ce que toi, tu en as vu, tu en as peut-être piloté, et est-ce que c'est vraiment un apport conséquent sur le champ de bataille? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour que ça change la donne? Non, moi, là, dans mon secteur, il n'y en avait pas. Je pense que ça changerait la donne et que c'est déjà en train de la changer. Parce que, effectivement, ça permet de contrer le brouillage. Maintenant, comme c'est filaire, ça n'a peut-être pas une marge de manœuvre. Si on se met dans un endroit vallonné ou si ça va faire des demi-tours ou des virages serrés. D'ailleurs, c'est un des moyens d'échapper à un drone. C'est aussi d'être mobile, de bouger, de faire demi-tour parce que l'antenne étant derrière, il peut perdre le contrôle ou s'il est filoguidé. C'est aussi un moyen d'éviter d'être pourchassé parce qu'il n'a pas une marge de manœuvre, il doit toujours garder le contact avec son antenne ou avec son fil. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de cible que vous avez réussi à toucher et dans quel contexte? Comment vous avez réussi la mission? Oui, on a réussi à toucher une casemate plusieurs fois, ennemie. Alors, soit en contournant, parce qu'en fait, le brouillage, c'est un peu comme pour notre pilotage, c'est dans un faisceau, soit en sortant du faisceau, de la direction de leur antenne, en la contournant et en pointant l'objectif, en gardant un cap au dernier moment, mais beaucoup plus près que si on l'avait attaqué frontalement, donc par le côté ou en partant de plus haut et après en faisant un piqué. Là, il nous est arrivé de frapper l'objectif. Et puis ensuite... Dans ces fortins, c'est ça? Vous Oui, avez dans ces frappé un fortins, fortin? oui, nous on connaissait toutes les positions ukrainiennes et ils connaissaient toutes les nôtres. Puisque le secteur où j'étais, c'était un secteur où le front était figé depuis 2 ans. Et donc, on frappait, on savait déjà quels étaient leurs fortins, quelles étaient leurs positions. Et de toute façon, ça voyait, c'était criblé d'éclats. Et puis, on voyait les meurtrières, parce qu'avec le drone Mavic, on zoome et on voit même, à un moment, on a mis le feu en balançant une grenade. On a mis le feu à une des couvertures, justement, qui sert à se protéger des drones. Et on a vu un soldat ukrainien. On l'a très bien vu physiquement. Il était en train d'essayer d'éteindre le feu, de retirer la couverture, afin que la fumée n'envahisse pas son abri. Donc, on frappait régulièrement des positions. Eux, ils n'ont pas, quand j'étais là en tout cas, ils n'ont pas réussi à taper notre position. Ce que je craignais un peu, parce qu'on voyait notre antenne, elle n'était pas très bien camouflée. Elle l'était, mais je craignais qu'ils
qu'ils puissent taper notre position. Mais c'est pendant les ravitaillements qu'ils ont en fait blessé et tué 2 de nos camarades. Alors pas de l'unité Normandie-Niemen, mais pendant qu'on était en relève, en repos, on a appris qu'il y a eu un Bouranka qui a été touché par les mêmes drones, la même équipe de drones FPV qui nous efface et qui nous attaquait tous les matins. Bah, à force, ils ont fini par réussir à taper le véhicule de ravitaillement, ce qui était évident, mais on n'avait pas le choix non plus. Mais ils ont fini par y arriver. Oui. Alors, tu m'as raconté hors antenne une anecdote, c'est celle où tu as échappé à un drone FPV, tu as échappé de peu. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs comment ça s'est passé? Oui, on venait de débarquer et c'était l'aube, mais on avait eu un peu de retard et il faisait déjà jour. Et donc, on a avancé en emmenant le ravitaillement, donc grenades, nourriture, et jusqu'à un bosquet intermédiaire, parce que le chemin jusqu'à notre abri était assez long. Et à cet intermédiaire, en repartant chercher le reste de l'équipement qui était resté, alors le véhicule, la Bouranka était reparti, mais on avait laissé dans un fossé le reste de l'équipement. Je me suis accroché sur un buisson et j'ai dû réajuster mon équipement, laissant partir mes camarades. Et donc je me suis retrouvé tout seul et en retournant vers le véhicule, à un moment j'ai hésité entre 2 pistes, deux petits chemins. Et donc le chemin en fait c'est tout droit et je suis parti à gauche. Et partant à gauche, au bout de 10 mètres, je me suis dit non, là je me plante, je vais faire demi-tour, ça devait être tout droit. Et à ce moment-là, j'aperçois un drone à 100 mètres, c'était un drone ukrainien. Il descend d'un coup, il se met plus ou moins à hauteur d'homme et il me pointe. Alors là, je me suis dit, bon, comment réagir? Mais le temps que je pense à quoi faire, j'ai remarqué que, comme moi-même je suis pilote FPV, je les mets en œuvre aussi. Il n'était pas exactement dans mon axe, la batterie, parce qu'on voit la batterie, c'est un parallélépipède, je vois que la batterie n'était pas exactement dans mon axe. Alors ça m'a confirmé aussi que c'était un FPV, parce qu'il y avait la charge explosive. Il y avait un pan de plastique. Et je me suis dit, non, ils veulent frapper un objectif plus important, c'est-à-dire mes camarades qui étaient sûrement, ils étaient 4 ou 5, en train de récupérer le matériel. Donc, je me suis dit que je ne suis pas l'objectif. Donc, je vais l'abattre au moment où il va me passer devant ou quand il m'aura dépassé. Et il passe à ma hauteur, à 5 mètres. Et je me suis dit, si je le abats maintenant, il va m'exploser à la gueule. Alors, je le laisse passer. Et là, il fallait tirer très rapidement parce que si je le laissais trop aller, j'étais dans la direction et dans l'axe de mes camarades et je risquais la calage portant à au moins 200 mètres de les flinguer. Donc il fallait que je tire maintenant. Donc, au moment où je tire, maintenant que je tire, en fait, il a explosé. Et j'ai compris que j'étais l'objectif. Il a explosé, mais il a explosé à 10 mètres. Donc à moins de 7 mètres, ça peut être létal, mais à plus de 7 mètres, en tout cas, moi, j'ai ressenti comme un violent de chaleur, comme un sèche-cheveux. J'ai eu un acouphène, j'ai plus rien entendu. Et là, je me suis dit, ah, il a dû perdre la vidéo. C'est-à-dire, il m'avait pris en compte au moment où je me suis arrêté 2 secondes, quand j'étais à la croisée des 2 chemins. Pas à la croisée, mais quand j'étais engagé dans un des chemins, il avait dû se dire, tiens, celui-là, je vais l'abattre. Et en s'approchant, il a perdu la vidéo. Et alors, j'avais fait pendant ce temps demi-tour et j'avais repris l'autre piste. Donc, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est ça, c'est qu'il a dû perdre le contact vidéo. Parce que sinon, il y a très peu de chances, c'est de l'ordre de 80... Enfin, c'est de l'ordre de 10 à 15% les chances de survie face à un drone FPV qui vous prend en compte. Hein. J'avais quasiment aucune chance de m'en sortir. Je vois qu'une seule explication, c'est qu'il a dû perdre le contact vidéo, ou alors il visait plutôt mes camarades et il est tombé parce qu'il n'avait pas vu un mouvement de terrain. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a fait bizarre, quoi. Hein, donc je ne suis pas passé loin. C'est courant un drone FPV qui perd la vidéo sur les derniers mètres avant de toucher sa cible? Alors normalement, s'il n'y a pas de brouillage, c'est possible avec le relief ou une construction, mais c'est pas très courant. C'est pas très courant. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et immédiatement après, enfin pas immédiatement, mais 5 minutes après, mes camarades sont revenus avec tout le ravitaillement. Donc on s'est remis en marche pour rejoindre nos positions. Et là, on a été attaqué par le deuxième, parce qu'ils en envoyaient toujours 2. Il y avait un drone d'observation qui nous repérait. Il savait très bien à quelle heure on faisait le ravitaillement, en gros. Et il nous attaquait avec 2 FPV. Et le deuxième, il a tourné autour. Alors, avec sa accélération, ça fait un bourdonnement, un sifflement encore plus caractéristique. C'est comme ça qu'on distingue aussi les types de drones et aussi son intention. Donc là, j'étais dans le bosquet, mais comme j'étais à l'opposé des positions ukrainiennes qui étaient à l'ouest, moi j'étais à l'est, je me suis dit, je ne bouge pas, parce que
si il doit faire un quart de tour, un demi-tour pour m'abattre, mais il risque de perdre le contact. Donc il va passer par l'autre côté du bois. Et ça, c'est grâce à mon expérience de pilote FPV. Je savais qu'il y avait quand même des contraintes. Donc je me suis dit, il ne va pas me prendre en compte si je reste de ce côté de la lisière du bois. Et en effet, il a explosé 60 mètres plus loin, de l'autre côté. Il y a une soixantaine de mètres de ma position. Donc bon, pour mes camarades, c'est peut-être 40 mètres, parce que c'était enfoncé plus profondément dans le bois et voire de l'autre côté. Il faut savoir aussi que je n'avais pas tellement d'options, parce qu'en fait, comme c'est des terrains de la bataille de Bakhmout qui sont tous minés, les premiers jours, quand j'entendais, parce qu'on entend sans cesse les bruits de drones, j'avais l'intention de me planquer dans les buissons. Et là, mes camarades russes m'ont tout de suite dit non, 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 les buissons, tout est miné. Il ne faut pas quitter les sentiers battus, mais littéralement battus par le pas de nos hommes. Il ne faut pas quitter les layons parce que tout autour, c'est miné. On ne peut pas se jeter. Le moyen de se sortir d'une attaque de drone, c'est soit de la battre, et pour cela, on verra que le fusil de chasse ou le fusil à pompe, c'est mieux que la Kalash, soit de se cacher dans une habitation qu'il n'y ait pas d'accès pour le drone, se mettre à l'abri dans une construction ou alors dans une forêt, sous des arbres ou sous un filet. C'est possible d'échapper à un drone quand on est à pied sur un chemin sans moyen de protection alentour? Comment on fait? Alors, moi, ça m'est arrivé. Comment j'ai fait? Comment je ferais? Parce que j'ai vu, toujours grâce à mon expérience, qu'il n'était pas dans mon axe. Parce que la batterie n'était pas alignée sur moi. Mais sinon, ce que j'aurais fait, et je l'aurais pris, je serais allé dans sa direction pour le forcer à faire demi-tour. Pas exactement dans sa direction, mais disons sur le côté pour le forcer à faire demi-tour. J'aurais essayé de joindre les kékés, les buissons, mais tant pis, j'aurais entre le risque de marcher sur une mine ou la certitude d'être détruit par un drone, je pense que j'aurais plongé dans les broussailles ou sous les arbres. Ou alors utiliser mon arme, oui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu faire, sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, il est passé perpendiculairement et trop près. Donc je pense que la meilleure solution, c'est utiliser son arme, et de préférence une arme avec de la chevrotine, donc un fusil de chasse ou un fusil à pompe, ou alors son fusil d'assaut, mais alors là, il faut être bon tireur. Ça va, c'est pas impossible non plus, mais c'est mieux un fusil de chasse ou un fusil à pompe, ou alors d'être agile, vif, et de se jeter dans les buissons. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter. Quand on est recruté, on nous conseille d'acheter, parce que le corps des volontaires, on doit s'équiper nous-mêmes. On n'a pas la tenue de dotation, on doit s'acheter, enfin même dans l'armée française, on doit s'acheter un complément. Un complément si on veut vraiment le matériel optimum. Et honnêtement, à part quand on est déployé sur zone de combat et quand on est ramené à l'arrière, c'est le seul moment où vous mettez casque lourd, gilet par éclat, tous les chargeurs, le sac. Honnêtement, quand tous les jours on allait au ravitaillement, on prenait juste le treillis et la Kalash avec juste 2 chargeurs, un drone pour l'aller, un drone pour le retour. Et ce qui comptait, c'était vraiment l'agilité. D'ailleurs, j'avais remarqué avec les camarades français qui étaient là-bas avec moi, on avait beaucoup rigolé parce qu'il y avait sans doute un ancien prisonnier, un ancien taulard de Wagner, là, parce que Wagner a été dissous, mais donc ils ont quand même été repris, certains, dans le corps des volontaires. Et le corps des volontaires de l'armée russe. Et le gars est habillé en jogging Nike et en basket, et il avait un fusil de chasse des campagnes, genre le fusil de grand-père. Et bien honnêtement, au début ça nous a fait rigoler, mais après moins. Parce que ce qui compte, c'est avoir un tir qui disperse, chevrotine, et l'agilité et la vitesse. Donc moi, à part qu'il était noir, ça aurait été mieux que ce soit un peu kaki. Je pense que le gars, on voit que c'était un ancien bandit, un ancien tolard, il était expérimenté et vif, quoi. Voilà. Un drone, vu de Paris, là, quand on regarde les commentateurs qui n'y connaissent pas grand-chose, bon, c'est pas de leur faute, mais on a l'impression que ça peut toucher n'importe quelle cible. En réalité, toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même des contraintes dans le pilotage, il y a des angles à respecter, il y a des problèmes éventuellement de brouillage, il y a des problèmes de batterie aussi, parce qu'un drone FPV, ça ne permet pas de voler très longtemps. Il y a quand même des contraintes quand on est pilote de drone. Oui. C'est pour ça que c'est le Mavic qui décolle d'abord, parce que lui, il a plus d'autonomie, il a une meilleure caméra, une meilleure vision. Il est pas brouillable ou difficilement brouillable, donc on envoie toujours le Mavic. Et c'est quand on a acquis des cibles, ou quand on a estimé quelles allaient être leur intention, leur direction, leur mouvement, que là, on envoie les FPV qui, eux, ont une durée de vie, une durée de vol limitée. Puis en plus, les FPV, ils ne rentrent pas. Donc, il ne peut pas perdre de temps à consommer sa batterie inutilement.
il décolle et il ne pourra pas rentrer. Donc il faudra qu'il explose. Donc forcément, on l'envoie au dernier moment et avec, une fois qu'une cible est acquise et désignée. Sinon, ce n'est pas non plus invincible, hein, parce que le lendemain de l'attaque dont j'avais fait l'objet, puis ensuite mes camarades, quelques minutes après, on avait eu encore un ravitaillement. Et là, le drone est arrivé sur le véhicule de ravitaillement. Un de nos camarades, un autre Français, Padré, l'a vu, il a hurlé drone, drone, drone. Il a ouvert le feu. Et autour de lui, il y avait 3-4 gars autour de la Bouranka, et j'arrivais avec d'autres gars. On s'est tous mis à lui tirer dessus sur le drone, et environ 30 mètres avant, on l'a touché, il a explosé, et on a réussi à l'abattre. Et là, il n'y en avait qu'un. Il y en avait qu'un, oui. En fait, ils envoient un, puis un deuxième. Parce qu'en fait, je pense, ils doivent se dire, on va les frapper au chemin de l'allée, ou alors quand ils sont en train de décharger, parce que l'objectif pour eux, c'est le véhicule, parce que comme ça, ils peuvent tuer tout le monde, ou en tout cas, nous empêcher de ravitailler. Et après, pour le retour, pour nous harceler, comme ils savent d'où on vient, donc où est-ce qu'on va retourner. C'est comme ça qu'ils procèdent. Vous, des véhicules de ravitaillement ukrainiens, vous en avez eu aussi? Alors, moi, personnellement, j'en ai pas eu, mais notre équipe Normandie-Yémen, oui, des Bouranka, au moins une vingtaine, un char M113, oui. Question pour comprendre ton engagement. Pourquoi tu as décidé de t'engager au sein du corps des volontaires, du côté de la Russie, et dans une unité de drone, puisqu'après tout, il y a des Français qui servent dans des unités plus classiques d'infanterie. Pourquoi toi, tu as choisi ce parcours spécifique? Alors d'abord, c'est par conviction idéologique, religieuse et géopolitique. Je considère que c'est la Fédération de Russie qui a raison dans son combat. Et c'est ce que j'appellerais non pas l'Ukraine, mais l'Ouest qui a tort. L'Ukraine, je comprends l'Ukrainien moyen qui défend son pays et qui a le courage d'aller combattre une grande puissance comme la Russie. Mais je parle au niveau global, je parle de la vision de l'Occident opposée qui est la vision unipolaire autour des États-Unis et qui accepte donc la domination des États-Unis et de l'Occident, et l'Europe et la France, donc un rôle de second ou de troisième, et se trouve dans un processus de soumission et d'exécution des ordres de Washington. Enfin, avec Trump, ça change, mais pas tellement, on l'a vu récemment. En tout cas, l'Europe et la France obéissent à Bruxelles, et dans une logique de soumission à l'Occident, avec à son sommet les États-Unis d'Amérique. Alors que la Russie, reprenant les thèses d'Alexandre Douguine, s'aligne sur une position qui est celle d'un monde multipolaire, où il y a différents pôles de civilisation qui chacun ont droit à penser différemment et qui s'articulent au niveau mondial à divers endroits. Il y a le pôle eurasien représenté par la Russie, le pôle occidental qui, selon moi, est complètement décadent, voire dégénéré, avec toutes ces théories du wokisme et toutes ces théories de marché unique qui doit commander la vie des gens et qui doit nous expliquer la vie, et on n'a absolument pas le droit d'émettre un avis contraire. Et ce qui me séduit dans la Russie, c'est que eux, ils ont dit non. Non, nous, on ne va pas se soumettre comme tous les autres. On a notre propre civilisation, notre propre vision. La Russie ne comprend pas pourquoi il y a des bases autant tout autour de son pays, en Roumanie, en Pologne, dans les pays baltes, alors qu'il n'y a aucune base russe au Mexique, il n'y a aucune base russe au Canada, il n'y a aucune base russe à Cuba ou en Haïti. Et d'ailleurs, pour rebondir sur Cuba, quand il y a eu un problème qui pouvait amener à la Seconde Guerre mondiale, les Russes, alors à l'époque les Soviétiques, ont eu la sagesse, eux, de retirer leurs missiles et de se retirer. Ils ont compris que c'était trop près des États-Unis. L'inverse n'est pas possible. Et ensuite, et surtout en tant que Français, l'honneur de la France était de faire respecter les accords de Minsk II. C'est la raison pour laquelle François Hollande et Angela Merkel avaient signé, c'est-à-dire que les populations russophones du Donbass ne devaient pas être menacées, encore moins martyrisées comme elles le furent. Et donc, cet honneur de la France, moi et mes camarades de Normandie-Yémen,
Nous le prenons en compte parce que ce qu'il y a de grave, c'est que, comme François Hollande l'a dit lui-même, et Angela Merkel également, ils ont signé les accords de Minsk pour gagner du temps et pour pouvoir dérouler leur propre agenda. Et il n'a été à aucun moment question de les faire respecter. Donc, je trouve qu'il est honorable de s'engager du côté de ceux qui veulent faire respecter la parole donnée, surtout que si les chefs d'État ne respectent pas leur parole, alors tout fout le camp. Comment demander aux citoyens, aux petits gens, d'observer la loi si les dirigeants eux-mêmes ne tiennent même pas leur parole? Et je suis séduit par la personnalité de Vladimir Poutine, parce que c'est un président qui commande, qui dirige son pays et qui est dans le temps long. Il n'a pas une politique. Alors on va me dire, oui, mais c'est peut-être un régime autoritaire. Oui, mais enfin, au moins, il n'est pas soumis au système électoral qui le force non pas à agir dans l'intérêt de son pays, mais à agir de façon à gagner les prochaines élections. Est-ce que puisque tu connais aussi l'armée française, tu connais le fantassin français, est-ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu as pu, avec ton expérience, que tu peux dire qu'il y a une différence aujourd'hui entre un soldat russe et un soldat français? Le soldat français est très bon, mais il reçoit des ordres qui ne sont pas l'intérêt de la France, mais qui sont l'intérêt de Bruxelles, de Wall Street, etc. Mais le soldat français est techniquement et physiquement très bon. Le problème, c'est qu'il a tendance à être de moins en moins rustique, parce que plutôt que de conserver ce qui faisait sa particularité, c'était, on disait dans les années 70, 80, 90, le soldat français est rustique, il est capable de beaucoup endurer, tout en restant performant. On a tendance hélas, à s'aligner sur les anglo-américains et tout miser sur la haute technologie, ou tout miser sur les théories woke, où soi-disant tout le monde peut être soldat, en première ligne, des hommes, des femmes, des woke, des LGBT, etc. Le soldat français était rustique comme aujourd'hui le soldat russe. Hélas, il l'est moins. Mais techniquement, physiquement et au niveau expérience par rapport aux autres pays européens, le soldat français est très bon. Et la France a vocation à retrouver son savoir-faire technique et même moral et sa grandeur de grande nation. Et d'ailleurs, les Russes ne comprennent pas comment ça se fait qu'on les dégénéré comme ça. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Voilà, parce que la réputation du soldat français reste bonne à l'Est. Elle l'est beaucoup moins à l'Ouest. Les anglo-saxons, américains et anglais passent leur temps à se foutre de notre gueule. Les Russes étaient très contents de nous voir. Je parle pour mes camarades Normandie-Yémen. Très respectueux et très enthousiastes. Parce qu'eux, ils sont peut-être plus cultivés. Ce n'est pas une culture à la Hollywood où la vérité est changée, transformée. C'est une culture historique réelle. Quand sur les plateaux mainstream, on entend les commentateurs expliquer que l'armée russe est une armée d'alcooliques et d'abrutis, de criminels, et je dirais qui fait face à des déficits techniques, à des déficits de munitions, etc. Et qui, voire même à des pertes énormes. Souvent, on entend répéter que c'est 1000 morts par jour. Est-ce que toi, ça correspond à la réalité que tu as vue sur le terrain de l'armée russe et des combats? Non, déjà l'alcool est interdit. Il est interdit non seulement au sein de l'armée, encore moins en opération. Et en plus, en tenue, lorsqu'on va faire les courses, si on est habillé en militaire, on est susceptible d'être contrôlé pour voir si on n'a pas d'alcool. Donc, je dirais que le citoyen russe lambda, oui, il reste attaché à l'alcool, à la vodka, mais dans l'armée, c'est interdit, strictement surveillé. Le soldat russe est très courageux, mais justement, est très endurant. Il mise peut-être un peu trop sur ça. Et du coup, ils sont moins regardants sur l'efficacité technique, tactique, et c'est aussi moins regardant sur le fait de préserver la vie de ces hommes. Bien sûr, il y a beaucoup moins de morts que ce qu'il se dit. Mais un Russe, il préférera mourir plutôt qu'on dise de lui qu'il a eu peur, ou qu'on dise de lui qu'il a pas assuré. Il est très endurant. Il est un peu comme les Français des années 60-50. C'est pareil côté ukrainien, j'imagine? Côté ukrainien, c'est pareil. Moi, je pense que les Ukrainiens se divisent en 3 catégories. Le bon gars qui défend son pays, qui croit défendre son pays, parce que le Donbass, on peut en reparler si tu veux, mais le Donbass, c'est une ancienne... C'est les Russes qui l'ont conquis. Avant, c'était tatar, c'était l'Empire ottoman. Plus loin, ça a été mongol, ça a été... la Nova Rossia, comme on l'a dit, c'est la Nouvelle Russie, et c'est pas l'Ukraine. Mais
le fantassin ou le soldat ukrainien moyen qui défend sa patrie, c'est très respectable. Seulement, je pense qu'il est manipulé au-dessus par des gens qui ont un agenda plus globaliste, qui correspond à ce que Donald Trump appelle l'État profond, ce qu'en France on appellerait les lobbies. Et il est manipulé parce qu'en fait c'est une guerre de l'Ouest contre l'Est, c'est-à-dire c'est l'Ouest. Alors, États-Unis en tête avait besoin de se débarrasser d'un compétiteur au niveau production de gaz et de pétrole, c'est la Russie. Donc comme ça ils ont réussi. Les États-Unis avaient besoin de vendre leurs armes, donc là, comme ils imposent à l'Europe de se réarmer, à juste titre, mais on ferait mieux de se réarmer nous-mêmes en redéveloppant notre industrie de l'armement, ce qu'en France on fait toujours, mais pas ailleurs en Europe. Donc en fait, c'était l'intérêt. À qui profite le crime? C'était l'intérêt des États-Unis et c'est l'intérêt des lobbies industriels et de l'armement de nourrir cette guerre. Donc je pense que, comme le disait Sergueï Munier, pour voir c'est quoi le bon côté, il n'y a qu'à voir de quel côté est Bernard-Henri Lévy. Alors j'insiste là-dessus, Bernard-Henri Lévy, Soros, Attali, tout cela, ils sont trop contents d'envoyer les nazis de Azov mourir pour eux. Ils doivent bien rigoler. Surtout qu'ils se battent pour combattre d'autres patriotes et d'autres personnes qui ont des visions très à droite comme moi. Sauf que, côté ukrainien, ceux d'Azov, c'est la troisième catégorie. L'Ukrainien du peuple respectable, les multinationales qui ne sont pas respectables et les groupuscules d'extrême droite d'Azov qui vont mourir en combattant d'autres gens très à droite, comme par exemple moi ou mes camarades, mais dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt des lobbies, dans l'intérêt des industriels, dans l'intérêt des financiers. Ça me rappelle 14-18, où des braves gens venus du fin fond de la France, du fin fond de l'Allemagne, du fin fond des colonies de la France, du fin fond de l'Angleterre, se faisaient tuer pour que les industriels puissent vendre des obus et des stocks de munitions. Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette peut-être première aventure côté russe? Si tu devais retenir une anecdote, un moment? Une anecdote. C'était quasiment tous les jours. Donc, non, c'était une expérience formidable qui m'a conforté dans ce que je pensais. Il n'y a aucune haine pour le peuple ukrainien. Il y a juste la haine pour ce qu'ils appellent l'Ouest et que nous on appellerait les lobbies, etc. Les grandes compagnies pétrolières internationales, etc. Au niveau du terrain, il était formidable d'acquérir une expérience dans ce qui est le combat d'aujourd'hui et de demain, le combat des drones. Donc, à la fois d'avoir eu la chance de vivre un conflit de haute intensité, ce qui arrive que tous les 50 ou 70 ans. Ensuite, d'avoir eu la chance d'être formé en ce qui constitue la guerre d'aujourd'hui et de demain. Et d'avoir aussi compris ce qu'ont subi nos ancêtres. Je pense notamment en 14-18. C'est pour moi la guerre qui, dans l'histoire de France, m'a le plus marqué. 1 500 000 morts. Et mon arrière-grand-père l'a fait. D'avoir compris ce que nos propres anciens avaient eux-mêmes subi. Le courage qu'ils avaient eu, non seulement de l'endurer, puis après de triompher et de gagner. Et c'est important par rapport à leur mémoire. Et j'ajoute, pour comparer encore à 14-18, beaucoup de gens disent « Ah, ben si le président Vladimir Poutine mourait, ensuite il y aurait la démocratie en Russie. » Non, il y aura pire. Parce qu'il y a des franges extrémistes, en Fédération de Russie comme en Ukraine, bien plus à droite que le président Zelensky ou le président Vladimir Poutine. Et je pense qu'à l'instar de 14-18, cette guerre, après la guerre, ça peut déboucher sur une montée des extrêmes. N'oublions pas, c'est que suite à 14-18 qu'est né le communisme soviétique, le fascisme italien ou le nazisme allemand. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et tout ça, pourquoi? Parce que les gars qui faisaient la guerre et qui subissaient pendant que le monde entier extrapolait, pendant que les généraux de plateau poussaient à plus de guerre, plus d'armes pour l'Ukraine, plus d'argent dépensé, ils poussaient à la guerre et on le savait bien dans les tranchées. On le savait bien. Comme en 14-18, on le savait bien. Et tout ça va créer une rancœur et va permettre l'émergence de courants extrémistes parce qu'il y a une haine pour le bourgeois planqué de l'arrière, comme on disait en 14-18, et aujourd'hui on peut dire le mondialiste apatride qui se sert des patries du sentiment national en agitant le drapeau jaune et bleu pour que la guerre soit menée jusqu'au dernier Ukrainien vivant. Et tout cela, au passage, va ruiner l'économie de l'Europe de l'Ouest. Merci Gauthier pour toutes ces explications de terrain. Elles sont rares et donc elles sont précieuses, en particulier pour ceux qui ont servi du côté russe, parce qu'en général, sur les
plateaux mainstream ou sur certaines chaînes YouTube, on n'a que le côté, la version ukrainienne des combats. Alors effectivement, il y a des choses qui se recoupent. On voit que de part et d'autre, les combats, les méthodes, l'organisation sont sensiblement les mêmes. Le quotidien du soldat est sensiblement le même. Mais un témoignage venant du côté russe, c'est rare. Donc je te remercie au nom de tous les abonnés d'Omerta. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de télécharger l'application et je vous dis à très bientôt.